Elle m'a appelé à 3 heures du matin. Ma carte a été refusée en boîte de nuit. Envoie-moi 2000 € tout de suite ou ils ne nous laisseront pas partir. J'ai répondu, appelle ton père. Puis j'ai éteint mon téléphone et je me suis rendormie. L'appel que j'ai reçu du commissariat le lendemain matin. Laissez-moi aller droit au but parce que cette histoire est dingue. Je vais essayer de faire court, mais il y a beaucoup à dire. J'ai 30 ans, je suis fiancée à Chloé, 27 ans, depuis 8 mois. Nous ne vivons pas encore ensemble parce que je voulais m'assurer que nous étions compatibles avant de signer un bail commun. Décision intelligente. Il s'avère qu'elle vit dans un appartement en colocation avec 2 amis à environ 20 minutes de chez moi, en banlieue parisienne. Un peu de contexte sur Chloé. Elle vient d'une famille aisée mais ses parents lui ont coupé les vivres il y a 2 ans pour des raisons qu'elle a toujours gardées floues. Elle prétend qu'ils sont contrôlants et ne comprennent pas son indépendance. Elle travaille dans une agence de marketing à Paris et gagne environ 35 000 € par an, mais dépense comme si elle en gagnait 100 000. Toujours habillée impeccablement, sac de créateur, dîner dans les restaurants étoilés, vous voyez le genre. Nous avions des problèmes d'argent depuis des mois. Elle s'attendait à ce que je règle l'addition pour tout parce que c'est ce que font les copains, mais je ne suis pas une banque. Je travaille comme technicien CVC, chauffage, ventilation, clim, dans le secteur commercial, je gagne bien ma vie, mais je ne vais pas financer le train de vie de luxe de quelqu'un d'autre. J'ai été claire là-dessus dès le premier jour. Les vrais problèmes ont commencé quand ses amis s'en sont mêlés. Ce groupe de 4 filles rencontrées en école de commerce qui ont toutes épousé des types riches et passent leur journée à faire du shopping et à poster des stories Instagram depuis des restaurants hors de prix. Elles mettent constamment la pression à Chloé pour qu'elle suive leur rythme de vie. Même si sa situation est complètement différente, ses amis sont toxiques au possible. Toujours à suggérer des week-ends coûteux dans des châteaux bordelais ou à Marrakech qui coûtent des milliers d'euros par personne. Quand Chloé ne peut pas se le permettre, elles font des remarques désobligeantes sur son budget serré et disent à quel point c'est triste qu'elles doivent travailler pour vivre. J'ai dit à Chloé plusieurs fois que ces femmes n'étaient pas de vraies amies. Les vrais amis ne vous poussent pas à dépenser de l'argent que vous n'avez pas juste pour rentrer dans le moule. Mais elle était prête à tout pour maintenir son statut social, même si cela signifiait s'endetter. Il y a 3 semaines, l'amie de Chloé, Manon, s'est fiancée avec un banquier d'affaires. Ils ont organisé une fête de fiançailles dans un lieu huppé du 8e arrondissement avec open bar et traiteur de luxe. Le genre de soirée qui coûte plus cher qu'une voiture neuve. À la fête, j'ai regardé ces femmes rivaliser pour savoir qui avait la robe la plus chère, la plus grosse bague de fiançailles, les projets de vacances les plus exclusifs. C'était dégoûtant de voir des adultes agir comme des ados essayant de s'impressionner mutuellement avec l'argent de papa. Chloé a été malheureuse toute la soirée. Elle avait emprunté une robe à sa colocataire et se sentait mal habillée par rapport aux tenues de créateurs de ses amis. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point Manon avait de la chance d'avoir trouvé un homme capable de lui offrir ce genre de vie. C'est là que j'ai su que notre relation était en danger. Elle ne me regardait pas comme un partenaire. Elle évaluait mon potentiel de revenus par rapport au mari de ses amis. Je n'étais pas une personne pour elle. J'étais un compte en banque avec un pouls. La semaine après la fête de fiançailles, Chloé a commencé à faire des allusions sur le fait qu'elle voulait une plus grosse bague. La mienne était un solitaire modeste d'un carat venant d'une bijouterie classique, mais apparemment ce n'était pas assez impressionnant pour son cercle social. Elle m'a montré des photos de la bague Cartier de 3 carats de Manon qui coûtait probablement 50 000 €. J'ai coupé court à cette conversation immédiatement. Je lui ai dit que nous avions déjà discuté de notre budget et de nos attentes. Que si elle voulait rivaliser avec la jeunesse dorée, elle aurait dû y penser avant de se fiancer avec un gars de la classe moyenne. Elle s'est mise sur la défensive en disant qu'elle n'essayait de rivaliser avec personne. Elle voulait juste se sentir spéciale le jour de son mariage comme n'importe quelle mariée. Mais je l'avais entendue au téléphone avec ses amis se plaindre de ma bague bas de gamme et dire à quel point elle avait honte de la montrer. Il y a 2 semaines, Chloé m'a informé qu'elle organisait son enterrement de vie de jeune fille à Saint-Tropez. Sans me demander mon avis ni discuter du budget, juste en annonçant qu'elle avait déjà commencé à faire des réservations avec ses amis. Le coût allait être d'environ 3 000 € par personne pour le TGV, l'hôtel, les dîners et les boîtes de nuit.
J'ai ri et demandé d'où elle pensait que cet argent allait venir. Elle a dit que ses amis participaient toutes et qu'elle s'attendait à ce que je couvre sa part comme cadeau de fiançailles. 6 000 € au total parce qu'elle voulait aussi emmener sa sœur. C'est là que j'ai tracé la ligne rouge. 6 000 € pour un week-end de fête alors que nous étions censés économiser pour le mariage. Je lui ai dit absolument pas, et que si elle voulait aller à Saint-Tropez, elle pouvait se débrouiller pour payer elle-même. La dispute qui a suivi a été épique. Chloé m'a accusé d'être contrôlant et de ne pas la soutenir. Elle a dit que tout homme qui aimait vraiment sa fiancée voudrait qu'elle s'amuse avec ses amis. Que je lui faisais honte en la faisant passer pour une pauvre comparée aux autres filles. Je lui ai rappelé que nous avions parlé de compatibilité financière avant de nous fiancer. Que je n'allais pas me mettre sur la paille pour essayer de suivre des gens qui avaient de l'argent de famille. Elle pouvait choisir entre le voyage à Saint-Tropez et avoir un fiancé, parce que je ne finançais pas les deux. Elle est partie en claquant la porte et ne m'a pas parlé pendant 3 jours. Pendant ce temps, elle est restée chez son amie Camille et elles ont comploté pour qu'elle puisse quand même faire ce voyage. Quand elle est finalement revenue, elle a annoncé qu'elle avait trouvé une solution. Le père de Chloé avait accepté de payer le voyage si elle promettait d'être plus responsable avec l'argent à l'avenir. J'étais méfiant parce qu'elle m'avait dit que ses parents lui avaient coupé les vivres complètement, mais elle a insisté sur le fait qu'ils étaient prêts à aider pour les grandes occasions. Le voyage à Saint-Tropez était prévu pour le week-end dernier, du jeudi au dimanche dans un hôtel 5 étoiles près de la place des Lys. Je n'étais pas ravie, mais je me suis dit que si son père payait, alors ce n'était pas mon problème. Au moins, elle se défoulerait et nous pourrions nous concentrer sur la vraie planification du mariage. Jeudi matin, Chloé est partie pour la gare de Lyon avec 2 valises géantes et un sac à main rempli de maquillage et de bijoux. Elle était plus excitée que je ne l'avais vue depuis des mois. Elle n'arrêtait pas de poster des stories avec du champagne et des sièges en première classe qui n'étaient certainement pas dans son budget initial. Les signaux d'alarme ont commencé immédiatement. Jeudi soir, elle a posté des vidéos d'un dîner dans un restaurant où les entrées coûtent 60 €. Vendredi, c'était des transats sur une plage privée de Pamplonne qui se louent 500 € la journée. Samedi, c'était du shopping dans les boutiques de luxe du port avec des sacs de magasins que je savais qu'elle ne pouvait pas se permettre. Je n'ai rien dit parce que techniquement ce n'était pas mon argent qui était dépensé, mais quelque chose clochait dans toute cette situation. Soit son père était beaucoup plus généreux qu'elle ne l'avait laissé entendre, soit elle accumulait une dette qui deviendrait mon problème après notre mariage. Vendredi soir vers minuit, j'ai reçu un texto ivre de Chloé. Une photo d'elle et des filles dans un carré VIP d'une boîte branchée avec service bouteille. Le genre d'endroit où une table coûte des milliers d'euros. Elle avait l'air heureuse, mais je commençais à m'inquiéter de la provenance de tout cet argent. Samedi, c'était la même chose, déjeuner coûteux, location de yacht, virée shopping de créateurs. Son Instagram ressemblait au blog lifestyle d'une millionnaire. Soit son père avait gagné au loto, soit Chloé vivait dans un monde imaginaire qui allait s'effondrer brutalement. Samedi soir vers 2 h du matin, mon téléphone a commencé à vibrer. Plusieurs appels manqués de Chloé suivis de textos de plus en plus frénétiques. Je dormais et mon téléphone était en silencieux, donc je n'ai rien vu jusqu'au matin. Puis à exactement 3h17, mon téléphone a sonné. Le nom de Chloé s'est affiché et j'entendais du bruit de fond qui ressemblait à une boîte de nuit. J'ai répondu, groggy, pensant qu'il y avait peut-être une urgence. « Bébé, Dieu merci tu as répondu », a-t-elle crié par-dessus la musique. J'ai besoin que tu m'envoies de l'argent tout de suite. J'étais instantanément réveillée. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma carte a été refusée au club. On a une ardoise énorme et la sécurité a pris nos cartes d'identité. Ils appellent la police si on ne peut pas payer tout de suite. J'ai besoin que tu m'envoies 2 000 € ou on va se faire arrêter. Je me suis assis dans mon lit en essayant de traiter ce qu'elle me disait. Comment ça ta carte a été refusée? Je croyais que ton père payait ce voyage. Il m'a donné de l'argent pour l'hôtel et le train, mais on a dépensé plus que prévu. Mes cartes de crédit sont au plafond et les filles n'ont pas assez de liquide pour couvrir la note. Tu dois m'aider. C'est là que j'ai compris. Il n'y avait jamais eu d'argent de son père. Elle finançait tout ce voyage avec des crédits à la consommation. Et maintenant, la réalité la rattrapait.
Les dîners chics, le shopping, les bouteilles en boîte, tout ça c'était de la dette qu'elle accumulait. Combien est la note, ai-je demandé. 8 000 euros, mais ils ont dit qu'ils accepteraient 6 000 euros si on paie en liquide ce soir. S'il te plaît, bébé, tu dois nous aider. La sécurité ne veut pas nous rendre nos papiers et j'ai peur. 8 000 euros pour une soirée en boîte. Je ne pouvais même pas concevoir de dépenser autant d'argent en alcool. Mais ce qui m'a vraiment tué, c'est qu'elle supposait que j'allais juste lui virer des milliers d'euros à 3 heures du matin pour réparer ses bêtises. Appelle ton père, ai-je dit calmement. Quoi? Je t'ai dit qu'il avait déjà aidé pour le voyage. Je ne peux pas lui demander plus d'argent. S'il te plaît, envoie-moi juste ce que tu peux et je me débrouillerai pour le reste. Tu as menti sur le fait que ton père payait quoi que ce soit, n'est-ce pas? Tout ce voyage a été fait à crédit et maintenant tu es coincé avec une facture que tu ne peux pas payer. Silence à l'autre bout, à part la musique du club en fond. Puis elle a commencé à pleurer. S'il te plaît, ne me fais pas ça. J'ai fait une erreur, mais j'ai besoin d'aide maintenant. On pourra parler de tout le reste plus tard. C'est là que j'ai pris la décision qui a probablement sauvé mon avenir financier. Appelle ton père, ai-je répété. S'il a de l'argent pour ton train de vie, alors il a de l'argent pour te sortir de ce pétrin. Je ne suis pas ton distributeur automatique. Tu n'es pas sérieux. Je suis ta fiancée. Quand quelqu'un qu'on aime a des problèmes, on l'aide. Quand quelqu'un qu'on aime vous ment sur l'argent et accumule des milliers de dettes dans votre dos, on apprend qui il est vraiment. Débrouille-toi. J'ai raccroché, éteint mon téléphone, je me suis rendormie et je n'y ai plus pensé jusqu'au matin. Vers 9 heures, mon téléphone a commencé à vibrer dès que je l'ai rallumé. Des dizaines d'appels manqués de Chloé, plus des appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Des messages vocaux que j'ai effacés sans les écouter. Des textos qui devenaient de plus en plus désespérés au fil de la nuit. Puis vers 11 heures, j'ai reçu un appel avec un indicatif du VAR que j'ai failli ne pas prendre, mais quelque chose m'a dit que je devais répondre. Est-ce que je parle à Thomas Morel? Ici le brigadier-chef Martin de la gendarmerie de Saint-Tropez. Nous avons votre fiancée Chloé Dubois en garde à vue et elle nous a demandé de vous contacter. Mon cœur s'est serré. Malgré tout, je ne voulais pas qu'elle se fasse réellement arrêter. Quelles sont les charges? Filouterie d'aliments et de boissons et trouble à l'ordre public. Elle et 3 autres femmes ont accumulé une facture substantielle dans une boîte de nuit hier soir et n'ont pas pu payer. Lorsque nous sommes arrivés pour intervenir, votre fiancée est devenue agressive et a résisté lorsque les agents ont essayé de l'interpeller. Je me frottais les tempes en essayant de traiter cette information. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien physiquement. Elle a passé la nuit en cellule de dégrisement et en garde à vue, elle sera relâchée ce matin si quelqu'un peut régler la dette. Le gérant du club accepte de retirer sa plainte si la somme est réglée intégralement. Elle a insisté pour qu'on vous appelle pour arranger le paiement. Combien doit-elle? Le club demande le remboursement des 8 000 euros de consommation impayés, plus les frais de procédure. Donc, elle devait toujours l'argent qui avait déclenché tout ce gâchis, plus maintenant des problèmes judiciaires par-dessus le marché. Son week-end amusant à Saint-Tropez se transformait en une catastrophe financière qui pourrait la suivre pendant des années. Brigadier, je vous remercie de m'avoir appelé, mais je ne suis pas à Saint-Tropez et je ne couvrirai aucun frais lié à cet incident. Elle devra contacter sa famille ou ses amis pour obtenir de l'aide. Longue pause à l'autre bout. Monsieur, êtes-vous sûr? Elle a beaucoup insisté sur le fait que vous géreriez la situation. Je suis sûre qu'elle a créé ce gâchis avec ses propres choix et qu'elle peut trouver comment le nettoyer. Après avoir raccroché, je suis resté assis là à penser à comment nous en étions arrivés là. Il y a 9 mois, je pensais être fiancée à quelqu'un de responsable et de mature. Maintenant, elle était assise dans une cellule de gendarmerie parce qu'elle ne pouvait pas contrôler ses dépenses ni affronter la réalité de sa situation financière. Les heures suivantes ont été folles. Les amis de Chloé ont commencé à m'appeler, exigeant que je la sorte de là. Camille m'a hurlé dessus pour avoir abandonné ma fiancée dans un moment difficile. Manon m'a accusé d'être un manipulateur pervers narcissique. Inès a dit que je gâchais leur amitié en laissant Chloé souffrir. J'ai dit la même chose à chacune d'elles. Si elles étaient de si bonnes amies,
elle pouvait piocher dans l'argent de papa et l'aider. Après tout, c'était elle qui l'avait poussé à faire ce voyage. Mon portefeuille n'était pas responsable de leurs mauvaises décisions. Vers 15 heures, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. Le père de Chloé, que je n'avais rencontré que 2 fois durant toute notre relation. Il appelait depuis l'aéroport, en route pour Nice pour gérer la situation. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit sans introduction. « De quoi, monsieur Dubois ?»« Du fait que ma fille est en garde à vue parce que son fiancé a refusé de l'aider dans une urgence. » J'ai failli rire. Une urgence qu'elle a créée en mentant sur le fait d'avoir de l'argent pour un voyage qu'elle ne pouvait pas se permettre. « Votre fille a un problème de responsabilité financière, et je ne vais plus cautionner ça. Elle a fait une erreur, mais ça ne veut pas dire que vous l'abandonnez quand elle a besoin d'aide. » Quel genre d'homme laisse sa fiancée en plan? Le genre qui reconnaît que renflouer constamment quelqu'un de ses mauvaises décisions ne l'aide pas à apprendre à en prendre de meilleures. Saviez-vous qu'elle m'a dit que vous payiez ce voyage? Silence à l'autre bout, puis un soupir. Nous n'avons pas donné d'argent à Chloé depuis plus de 2 ans. Elle a dilapidé son fonds fiduciaire en 6 mois et s'attendait à ce qu'on continue de financer son train de vie indéfiniment. Cela confirmait ce que je soupçonnais. Donc, elle m'a menti sur tout. Le voyage, le shopping, les restos, tout ça c'était sur des crédits renouvelables qu'elle ne peut pas rembourser. Probablement. Écoutez, je vais régler la note et les avocats parce que c'est ma fille. Mais je pense que vous devriez savoir que Chloé doit environ 40 000 € sur divers crédits à la consommation. Ce voyage à Saint-Tropez a probablement ajouté 15 ou 20 000 € à ce total. J'ai eu l'estomac noué. 60 000 € de dettes qu'elle me cachait. Si nous nous étions mariés, j'aurais pu être solidaire des dettes futures, et son incapacité à contribuer financièrement aurait été mon fardeau. Elle avait prévu de me refiler ses problèmes financiers sans que je le sache. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que vous avez l'air d'un type bien qui mérite de savoir dans quoi il s'engage. Chloé a toujours eu un problème avec l'argent et les conséquences. On a essayé de lui apprendre la responsabilité en lui coupant les vivres, mais on dirait qu'elle a juste trouvé d'autres moyens de financer ses dépenses. Après avoir raccroché, je suis resté assis à penser à toute notre relation. Combien de fois avait-elle suggéré des restaurants chers en s'attendant à ce que je paie? Combien de fois avait-elle acheté des choses qu'elle prétendait être en solde mais qui allaient probablement sur des crédits? Combien de dettes comptait-elle apporter dans notre mariage? Ce soir-là, Chloé a appelé depuis l'aéroport. Son père avait payé pour la sortir de là et ils rentraient ensemble à Paris. Elle pleurait et s'excusait, disant qu'elle savait qu'elle avait merdé, mais qu'on pouvait s'en sortir ensemble. Je l'ai laissé parler environ 5 minutes, puis je l'ai coupé. C'est fini, Chloé. Comment ça c'est fini? J'ai dit que j'étais désolée. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais les gens en couple s'aident mutuellement dans les moments difficiles. Les gens en couple sont honnêtes l'un envers l'autre. Tu as menti sur l'argent pendant des mois tout en accumulant une dette qui serait devenue ma responsabilité après le mariage. Ce n'est pas une erreur. C'est de la fraude. Tu ne peux pas me quitter pour ça. J'avais peur et j'étais désespérée. Les filles dépensaient toutes de l'argent et je ne voulais pas avoir l'air pauvre devant elles. Tu sais à quel point leur amitié est importante pour moi. Plus importante que l'honnêteté dans notre relation. Apparemment, plus importante que la responsabilité financière ou la planification de notre avenir. Tu as choisi d'impressionner des gens qui se fichent de toi plutôt que de construire quelque chose de vrai avec quelqu'un qui tenait à toi. Elle a supplié pour une autre chance. Promis qu'elle couperait ses cartes de crédit et verrait un conseiller financier. Dit qu'elle ne me mentirait plus jamais et ferait tout ce qu'il faut pour regagner ma confiance. Mais la confiance n'est pas quelque chose qu'on peut juste réparer avec des promesses après qu'elle ait été brisée aussi complètement. J'en ai fini, Chloé. Ne me contacte plus. J'ai bloqué son numéro et passé le reste de la soirée à décrocher les photos et mettre en carton les affaires qu'elle avait laissées chez moi. Les fiançailles étaient rompues, et je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Le lendemain matin, Chloé s'est pointée à ma porte avec les yeux gonflés et ses vêtements de la veille. Elle avait conduit directement depuis l'aéroport pour essayer une dernière fois de sauver notre relation. S'il te plaît, ne jette pas tout ce qu'on a construit pour un week-end stupide. Je t'aime et je sais que tu m'aimes.
On peut surmonter ça si tu me donnes juste une chance. Je lui ai tendu le carton de ses affaires. Je n'aime pas qui tu es devenu. La personne dont je suis tombé amoureux était honnête et responsable. Tu as menti sur l'argent tout en prévoyant secrètement de me rendre responsable de ta dette. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Tout le monde fait des erreurs. Tu es cruel et sans cœur. Comment peux-tu gâcher notre avenir pour de l'argent? Je ne gâche pas ça pour de l'argent. J'y mets fin parce que tu m'as montré que tu ne partages pas mes valeurs. Tu te soucies plus des apparences et du statut social que de l'honnêteté et de la responsabilité. On n'est pas compatibles, et on ne l'a jamais été. Elle est restée sur mon palier à pleurer et supplier pour une autre chance, mais j'ai fermé la porte. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour protéger son avenir, même si ça fait mal sur le moment. Mise à jour depuis que l'histoire a explosé. Chloé essaie de me contacter via des amis communs depuis une semaine. Elle est apparemment en dossier de surendettement et veut prouver qu'elle a changé. Ses amis me harcèlent toujours sur les réseaux sociaux, me traitant de sans cœur pour l'avoir abandonnée. J'ai appris par sa colocataire qu'elle doit plus près de 70 000 € au total si on inclut les frais du voyage à Saint-Tropez. Son père a engagé un avocat pour négocier la facture du club, mais elle doit toujours environ 12 000 € rien que pour ce week-end. Elle est retournée vivre chez ses parents en province parce qu'elle ne peut plus payer son loyer. Elle a perdu son job parce qu'elle s'est mise en arrêt maladie pendant 3 jours après son retour de Saint-Tropez sans explication valable. Ma famille pense que j'ai fait le bon choix. Sa famille est partagée entre être en colère contre moi et être soulagée que je ne prenne pas en charge ses problèmes financiers. Je me concentre sur moi et ma carrière maintenant. Je regarde pour acheter une maison puisque je n'ai plus à m'inquiéter de la dette de quelqu'un d'autre. J'ai esquivé une balle énorme et j'ai appris à faire confiance à mon instinct sur le caractère des gens. Pour quiconque vit quelque chose de similaire, faites attention à la façon dont votre partenaire gère l'argent et le stress. Ces traits ne s'améliorent pas par magie après le mariage. Ils empirent quand il y a des protections légales, rendant le départ plus difficile. Il y a 3 mois, je pensais planifier un mariage. Maintenant, je planifie une vie où je n'ai pas à m'inquiéter que les mauvaises décisions de quelqu'un d'autre me ruinent. Parfois, les pires choses qui vous arrivent s'avèrent être les meilleures choses qui auraient pu se produire.